Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour le point de presse relatif à la décision de la Cour de justice de l'UEMOA. Ensuite, nous parlerons de l'insécurité dans la région d'Agadez. L'actualité, c'est aussi la présidentielle au Libéria où le président sortant, George Weah, concède sa défaite face à l'opposant Joseph Boakai. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 24 novembre par la récente sortie du ministre de la Justice au sujet de la décision rendue le 17 novembre par la Cour de justice de l'UEMOA. Le ministre de la Justice, Alio Daouda, a animé dimanche 19 novembre un point de presse relatif à la décision rendue le 17 novembre par la Cour de justice de l'UEMOA. Le ministre de la Justice a tenu à expliquer à l'opinion nationale et internationale que la décision de cette Cour a violé les dispositions de l'article 72 du traité de l'institution, les attributions, compétences et pouvoirs du juge des référés. En effet, le 28 août 2023, l'État du Niger et 7 autres entités ont saisi la Cour de justice de l'Union de deux requêtes. Il s'agit notamment d'une première requête aux fins d'appréciation de la légalité des sanctions et celle ayant pour objet le sursis à l'exécution des sanctions prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA à Abuja au Nigeria. Maimouna Diadou, que peut-on retenir au sujet de la récente sortie médiatique du ministre de la Justice, Alio Daouda? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était d'abord un devoir pour le ministre de la Justice d'expliquer à l'opinion nationale et internationale le jugement au niveau de l'UEMOA, entre l'UEMOA et le Niger, ce qui s'est réellement passé, parce que en fait, c'est des trucs techniques où seul un magistrat bien averti peut pouvoir expliquer. Donc ça veut dire que les Nigériens n'ont pas jusque-là compris le message. Non, après la sortie du ministre, je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que l'UEMOA, jusqu'à présent, refuse en tout cas de lever les sanctions. Et l'UEMOA dit que justement c'est parce que tout simplement c'est les militaires qui continuent de diriger le pays. Donc soit on fait partir les militaires pour réhabiliter l'ancien président de la République pour pouvoir lever ces sanctions. Et je pense que c'est ridicule. C'est ridicule puisque nous ne sommes plus à ce stade-là. Nous avons dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à garder cette position. L'UEMOA ne peut plus continuer à garder cette position vis-à-vis du Niger, puisqu'il y a des textes, en tout cas, qui font allégeance au Niger, puisque le Niger fait partie de l'UEMOA et qu'il y a certaines règles que l'UEMOA doit, en tout cas, respecter vis-à-vis du peuple nigérien, vis-à-vis du Niger. Donc, on ne peut pas prendre des sanctions parce que tout simplement la CEDEAO a pris des sanctions, l'UEMOA aussi se range du côté de la CEDEAO pour pouvoir frapper le Niger à tel point que aujourd'hui vous voyez la situation. Comment est-ce qu'aujourd'hui les Nigériens sont en train de supporter ces sanctions-là? Je pense que jusque-là, c'est vrai, la plaidoirie que nous avons suivie de près ou de loin, par les avocats de l'État du Niger. Les avocats du Niger ont quand même, en tout cas, plaidé pour que les sanctions puissent être levées. Mais il y a, comme on dit, il y a toujours des brebis galeuses
au fond, au sein donc, de l'UEMOA qui refuse de poser les actes positifs qui peut aujourd'hui arranger le Niger. Et c'est grave. Okay. C'est grave et je pense que nous allons continuer, ou bien les avocats vont continuer à plaider dans ce sens pour que justice soit faite à l'endroit donc du Niger, du peuple nigérien. Merci beaucoup, Memouna Diado, Hassan Boukar. Selon le ministre de la Justice, Aliou Daouda, au fond, les contorsions du juge pour aboutir à une décision de rejet trahissent une mise au pas d'une institution à laquelle les Nigériens ont jusque-là cru. Et qu'est-ce que le ministre de la Justice a voulu expliquer à l'opinion nationale et internationale? Ce qu'il a voulu expliquer, c'est lui qui le sait. Mais je pense qu'il fait une lecture à la fois technique et politique de cette décision-là. Une lecture technique, je pense que Maimouna l'a évoqué en essayant d'expliquer comment la procédure a été biaisée et que il y a des violations de certains principes de droit, etc. En tant que magistrat, il a expliqué. Mais aussi, il fait une lecture politique en parlant de la nationalité des juges, en rappelant certains propos du président ivoirien dans ses propos, etc. Je pense qu'il fait ces deux lectures-là. Alors, peut-être que ce qui a fait sortir le ministre, c'est que beaucoup de Nigériens attendaient quand même une autre décision. Cette décision ou cette demande du Niger ressemble à ce que le Mali a eu à faire de par le passé et qui a prospéré. Je crois que le Mali a gagné devant cette cour de l'UEMOA. Donc, pour les Nigériens, la jurisprudence aidant, on devait obtenir un résultat autre que celui qu'on a vu en novembre, le 17 novembre, je crois. Donc selon vous, la politique apaisée a pris le pas C'est difficile à dire. Parce que si on considère que c'est la politique qui a vraiment pris le dessus, peut-être qu'on n'attendrait rien aussi du procès au fond, puisque là, ce n'est qu'une étape. En fait, on a juste demandé la suspension avant le jugement au fond de la demande du Niger. Si on considère qu'il y a vraiment une intervention politique qui a donné ces résultats, peut-être que le procès au fond aussi ne donnerait pas grand-chose. Donc, ça veut dire simplement que, bon, peut-être que la Cour de l'UEMOA, en tout cas si on va dans la logique du ministre, poursuit un peu la logique qui a présidé aux sanctions dont le Niger a écopé à la suite des événements du 26 juillet. Maintenant, au fond, pour moi, on peut toujours se poser des questions sur la portée de ces sanctions-là. On a cru comprendre à un moment que c'était la junte qu'on voulait sanctionner. On voulait sanctionner la junte, n'est-ce pas? Selon vous, ce n'est plus le cas? Oui, donc ce que je veux dire, quand on dit qu'on voulait sanctionner la junte, c'est pour ça que l'UEMOA a accompagné la CEDEAO dans les sanctions. On a voulu même venir bombarder le Niger, n'est-ce pas, pour sauver l'ancien président. Mais aujourd'hui qu'on a abandonné tout cela, on voit bien que la junte elle est hors de portée de ce point de vue-là. Sauf si on sanctionne pour retourner le peuple contre la junte. Bon, j'imagine qu'on ne demande pas aux Nigériens de prendre des armes et aller combattre l'armée. Les militaires. Les militaires. Et donc, de ce point de vue, on se demande, mais pourquoi la persistance des sanctions? Quel est l'enjeu qu'il y a derrière les sanctions? À quoi ça sert de vouloir sanctionner le peuple nigérien? Si le CNSP est arrivé à la suite des élections, on dirait, bon, les Nigériens les ont choisis. C'est des gens qui ont pris les armes, qui ont fait un coup d'État et qui ont pris le pouvoir et se sont imposés à tout le monde. Donc, alors dans ce cas, qui on veut sanctionner au juste? Il y a ce débat. Et lorsqu'on prolonge ce débat, la question c'est aujourd'hui, on a voulu d'une structure sous-régionale, l'UEMOA, afin qu'on se mette ensemble entre 7 ou 8 pays et travailler au développement, penser l'avenir en commun. Alors aujourd'hui, la question c'est, est-ce que le Niger, le Mali, le Burkina, est-ce qu'ils vont continuer à rester au sein de cette structure? S'ils restent, ça veut dire, est-ce qu'ils peuvent travailler à changer vraiment l'UEMOA pour que l'UEMOA soit ce que le peuple de la sous-région, de l'espace UEMOA attendent? Si vous prenez ces 3 pays, peut-être plus le Togo, vous avez déjà la moitié de l'UEMOA. Est-ce que ces pays ont la possibilité aujourd'hui d'influencer l'UEMOA et de le changer en restant dans le cadre de l'UEMOA? Est-ce que cela n'est pas possible? Si cela n'est pas possible, ça veut dire que est-ce qu'il faut carrément songer à agrandir peut-être l'AES au-delà de ces 3 pays, peut-être trouver
un autre pays comme le Togo et essayer un autre destin pour les peuples de ces 4 pays. En créant une nouvelle monnaie. Voilà. Donc, oui, en créant une nouvelle monnaie, en essayant un autre espace et tout ça, réfléchir à dans quelles conditions ça peut aller, tirer les leçons de ce qui n'a pas marché avec les autres, etc. Donc, il y a, à mon avis, une réflexion de fond. Parce que là, le jeu on est allé devant la cour de 2 mois, on a perdu. Bon, là, on attend le verdict de la CEDEAO, etc. Bon, au fond, la question de fond, c'est, à mon avis, une question beaucoup plus importante que ce qu'on voit à travers les résultats. C'est vrai qu'il faut parler au plus puissant, au plus pressant, j'allais dire, le plus pressant, c'est trouver des solutions pour alimenter les marchés, faire en sorte que les denrées puissent arriver dans ce pays. Alimenter aussi les banques. Voilà, faire tout cela, ça c'est ce qui est le plus urgent à faire. Mais au-delà, il faut réfléchir les choses, il ne faut pas seulement s'arrêter pour ce qu'on va faire dans 1 semaine, 2 semaines. Il faut envisager les choses à moyen, à long terme. Quel est notre avantage aujourd'hui à rester dans cet espace-là? Si on ne veut pas, si on reste, à quel prix on veut continuer à rester? Si on ne veut pas rester, qu'est-ce qu'on envisage? Donc moi, ça suscite en moi toutes ces questions-là. Merci beaucoup Hassan Boukara, Ousseinissa Djibo. Quelle est votre opinion au sujet du point de presse du ministre de la Justice, Aliou Daouda, au sujet de la décision rendue le 17 novembre par la Cour de justice de l'UEMOA? Mon opinion, c'est que moi, je m'attendais à ce verdict-là. Pourquoi je m'attendais à ce verdict? Parce que tout simplement, les sanctions de l'UEMOA sont des sanctions illégales. Politique selon vous, hein? Illégal. Ça ne figure dans aucun des textes de l'UEMOA où on peut priver un pays de son argent. Parce qu'il y a un problème interne, n'est-ce pas? On a fait ça avec le Mali, on a fait, je ne sais pas, avec le Burkina. On a vu le Mali a prospéré. Mais notre cas est particulier. Le cas du Niger est particulier. Parce que selon vous, pourquoi? Parce que tout simplement, ces gens-là sont manipulés par Macron. C'est un enjeu de taille pour Macron. Après avoir perdu le Mali, le Burkina Faso, le Niger est un enjeu de taille. Il faut taper fort. Et on a vu comment les sanctions ont été, comment avait dit, au Mali, les sanctions ont été graduelles. Ce n'est pas d'emblée qu'on a dit, voilà. On a vu ici que les sanctions visaient directement le peuple. Moi, je ne vais pas faire de détour autour de ça. Ce n'était pas pour la junte. La junte, d'habitude, quand on sanctionne une junte, on dit les gels, les avoirs de ces gens sont suspendus, ils sont interdits de voir. On prend des sanctions pour dire les fermetures, les frontières sont fermées, les banques, y compris les transactions commerciales des populations, avec les transactions et tout. À partir de ce moment, on comprend que il fallait mettre la pression sur le peuple, comme vient de le dire Abba, pour pousser ce peuple-là à se révéler parce que l'option n'a pas marché. Et c'est pour ça que je dis, moi, je ne me fais pas d'illusions. Au fond, quand le dossier va être vidé, ça donne déjà les couleurs, n'est-ce pas? Bon, maintenant, faut-il rester avec des institutions qui se sont... Parce qu'ils sont dans l'illégalité. Ces gens sont dans l'illégalité. Ils ont violé leur propre... En tout cas, c'est ce que disait le ministre de la Justice. Tant qu'ils sont... Non, ce n'est pas que le ministre, c'est les textes. Quand vous prenez les textes, il n'est nulle part dit qu'on peut empêcher à un pays d'avoir ces fonds. On peut fermer les transactions bancaires, y compris pour les entreprises, les personnes privées. On ne peut pas le faire. Ça dit que l'objectif, c'est d'asphyxier, d'étouffer le peuple nigérien, selon vous. Alors, à partir de ce moment où les choses sont claires, le fondement de la CEDEAO, c'est quoi? C'est promouvoir l'intégration des peuples et des économies. C'est ça la principale vocation. C'est après qu'ils ont dans leur protocole, là, ils ont additionné sur la démocratie. Mais quand vous regardez les choses, c'est qu'ils ont abandonné carrément l'autre aspect. Maintenant, c'est juste sur la démocratie, la bonne gouvernance. Mais malheureusement, sur la bonne gouvernance également, c'est qu'ils ne font pas le travail au complet. Ils ne font pas le travail parce que la bonne gouvernance suppose quoi? Quand un président, même démocratiquement élu, dérape, viole les textes, viole, comment dire... Il faut le rappeler à l'ordre selon vous? Non, il faut le combattre. Il faut le combattre parce que ça fait partie. Mais ils ne le font pas. Alors, à partir de ce moment, laisse-moi finir. À partir de ce moment, moi je dis, quand des gens viennent penser que... Moi, je suis choqué. Tu sais pourquoi je suis choqué? Rapidement. Qu'on soit là, comme si on est toujours dans une position de plainte, de victime. On se victimise. Non, on n'a pas à se victimiser. Aujourd'hui, pour pousser ces gens-là, trouvons d'autres options. Comme l'a fait le Mali, comme l'a fait le Burkina. Trouvons d'autres options très claires. La France, vous voulez nous faire couler parce que tout simplement, vous voulez préserver vos intérêts. Donc on va aller avec votre ennemi. On va aller.
quoi qu'il advienne, on va aller avec ceux-là que vous ne voulez pas voir. On va aller avec eux. Parce que tout simplement, c'est des partenaires qui sont capables de nous aider à sortir de certaines difficultés. En 60 ans d'indépendance, non, mais il faut être clair. Moi, j'ai dit en matière de relations à l'international, aujourd'hui, il n'y a pas. Ils ne nous font pas de cadeaux. À présent, Hussein Issa Djibo, un mot sur le déplacement du président du CNSP au Mali et au Burkina Faso ce jeudi 23 novembre. Il est parti certainement là-bas pour un peu s'imprégner de comment ils ont fait. Et tout le monde sait comment ils ont fait. Quand ils ont vu la posture de la France consistant à vouloir les asphyxier, les étouffer et tout, ils ont dit, mais à commencer par, ils font appel à des mercenaires Wagner, des machines, des supplétifs russes et tout, la diabolisation. Et ils vont partir, ils ne vont pas composer. Moi, j'ai dit une chose, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On n'a pas à tergiverser. Dans tous les cas, quel que soit l'acte qu'on va poser, on peut faire machine arrière quand ça ne va pas. Merci beaucoup. Mais alors, considérez que le même monsieur, qu'on considère qu'on va continuer avec des gens qui sont... À partir du moment où... Qu'est-ce qui reste qu'on puisse prendre comme sanction contre un pays pauvre? Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Maimouna Diado, un mot sur le déplacement du président du CNSP au Mali et au Burkina Faso aujourd'hui, ce jeudi 23 novembre. Son déplacement vers le Mali et le Burkina Faso, c'est d'abord pour aller s'enquérir de la situation, de comment est-ce que ces pays ont pu évoluer jusqu'à ce stade et peut-être également essayer de trouver des voies de sortie de crise, hein, parce que tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit, les autres pays aussi, les chefs d'État de ces pays aussi sont informés de ce qui se passe dans tous ces trois pays-là. Chacun de nous sommes informés. Donc, également, parler de la sécurité, parler de cette insécurité dans le Sahel, comment est-ce que les trois pays, avec leurs forces, vont pouvoir peut-être mutualiser les efforts dans ce sens. Et également, comme je l'ai dit, c'est prendre des conseils. Parce que même si on suppose être aujourd'hui l'aîné de ces deux, je pense que même celui qui n'est pas l'aîné, le cadet, peut quand même prodiguer des sages conseils à l'aîné. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Hassan Boukar, pourquoi ces deux pays, selon vous, le Burkina et le Mali? Je pense que cette visite, elle est quand même symbolique. Hein. Quand quelqu'un prend le pouvoir par une élection ou par un coup d'État, on se pose toujours la question de où est-ce qu'il réserve sa première visite à l'extérieur. Donc sa première visite, il l'a réservée à ces deux pays. Je pense que c'est comme un retour d'ascenseur. Hein. Ces pays ont soutenu le Niger à un moment où le Niger avait besoin de soutien et de solidarité. Le Mali et le Burkina ont vraiment fait preuve de solidarité vis-à-vis du Niger au moment où on avait vraiment besoin de cette solidarité-là. Et donc, que le président Tchani se déplace dans ces pays, c'est d'abord une reconnaissance de leur engagement, de leur solidarité. Je pense que c'est aussi une façon d'aller leur dire que nous sommes tous ensemble dans le cadre du combat que nous menons et évidemment discuter des sujets d'intérêt commun comme la sécurité, comme, n'est-ce pas, l'intégration au niveau de ces trois pays. Je pense que c'est surtout cela l'aspect. Mais l'autre chose que j'aimerais dire... Allez-y rapidement. Là, j'ai vraiment écouté un peu ce que Hussein dit et qu'on entend souvent sur l'avenir aujourd'hui d'une nation comme la CEDEAO. Autant pendant longtemps, on a considéré l'UEMOA comme un machin de la France, parce que là, c'est vraiment la zone qui tourne autour du franc CFA. Autant on a pensé que la CEDEAO était vraiment le cadre intégrateur qui échappe à des puissances comme la France et qui permettait vraiment une cohésion plus grande, n'est-ce pas, pour avoir des réponses communes aux défis qui se posent dans la sous-région. Si vous prenez le continent dans son ensemble, la CEDEAO est considérée comme un des exemples d'intégration qui a peut-être mieux réussi que d'autres. Regardez l'Union du Maghreb arabe. Ça n'a jamais passé le cas d'intention. Regardez des choses comme la SADC ou d'autres zones. La CEDEAO était considérée comme la zone quand même qui a eu quelques résultats. Et aujourd'hui, c'est bien dommage qu'elle soit en rupture avec les populations de la CEDEAO. Aujourd'hui, dans l'espace,
mais personne ne veut entendre parler de la CEDEAO. Je pense que c'est vraiment un échec patent pour la CEDEAO d'arriver à cette situation. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Frontalière avec la Libye et l'Algérie, la région d'Agadez est aujourd'hui sous diverses menaces, dont les trafics de tout genre depuis la chute de l'ancien guide libyen Muammar el-Kadhafi. On assiste à ces derniers temps à des saisies d'armes et de munitions par les forces de l'ordre dans cette zone du Niger. Les attaques à main armée et le banditisme constituent aujourd'hui une grande préoccupation pour les autorités de la région. Hassan Boukar, comment expliquer la recrudescence de l'insécurité dans la région d'Agadez malgré l'engagement des élus locaux et autres leaders d'opinion? Au fond, je crois que ce n'est pas étonnant. Je pense que c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit et qui a atteint cette situation-là. Je me rappelle d'un rapport publié par International Crisis Group, je crois que c'est en janvier 2020, sous le titre de garder sous contrôle les trafics, quelque chose comme ça. Alors, il faisait une analyse particulièrement intéressante pour dire, dans cette zone, finalement, on est devenu comme une zone de trafic d'êtres humains, trafic de drogue, n'est-ce pas, trafic d'or, etc. Trafic d'armes. C'est vraiment devenu une zone de trafic. Et donc, c'est comme pour dire que la zone est devenue vraiment une véritable poudrière où, à tout moment, on peut avoir des risques. Et l'analyse montrait la situation un peu difficile dans laquelle l'État s'est trouvé, parce que s'en prendre frontalement à tous ces acteurs-là, dans un contexte où la zone vivait une situation particulière. Particulière parce que, à travers la loi 2015-036, le gouvernement a criminalisé la migration. Les sociétés minières, certaines en fin de course, avaient commencé à fermer. Et le tourisme qui nourrissait certains n'était plus à l'ordre du jour. Et donc, c'est une région extrêmement fragile dans laquelle la survie des gens était difficile. Or, le trafic de drogue s'est retombé, n'est-ce pas? La question de la migration, bon, c'est ça qui permettait aux gens de vivre. Donc, pour le gouvernement, il y avait un vrai dilemme. Dilemme dans le sens où s'il condamnait ces activités, il condamnait en même temps ceux qui gagnaient des ressources, mais aussi laisser prospérer ces trafics comportait énormément de risques. Qui dit trafic de drogue, dit trafic d'armes, ça va ensemble et ça débouche sur la violence, ça débouche sur la circulation des stupéfiants, de la drogue dans la région, des jeunes, etc. Selon vous, Hassan Boukar, c'est donc la pauvreté qui explique la recrudescence de la violence et de l'insécurité dans la région d'Agadez? Non, je veux dire que quand les gens sont pauvres, on peut tout leur vendre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'avaient pas d'emploi, qui sont dans l'oisiveté, et donc ils ont croisé des trafiquants de drogue, on s'est rendu compte qu'il y a de l'or, les gens peuvent aller faire le trafic, et je pense que la violence est quelque part développée autour de ces activités. Pourquoi les gens interceptaient les véhicules à un moment? On le savait, c'était parce qu'il y avait le transport d'or. Lorsqu'un véhicule quitte les sites miniers pour venir vers Arlit, vers Agadez, les gens l'interceptaient et ils prenaient l'or. Ils étaient bien informés, donc ça développe la violence. Le trafic de drogue, tout ce que ça draine comme armes, comme argent, n'est-ce pas, comme des groupes organisés qui essaient de conquérir tel espace. Tout cela génère de la violence. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une alerte pour le gouvernement. Il faut forcément arriver aujourd'hui à réduire cette violence-là. Si le gouvernement considère qu'on ne peut pas arriver à une situation de zéro trafic, il faut forcément agir dans cette zone, sinon ça prend une ampleur inquiétante avec toute cette violence qu'on voit aujourd'hui. Mais je veux dire, pour moi, c'était pas en tant que tel surprenant. C'est-à-dire que quand on voit la façon dont tous ces ingrédients... C'était prévisible. C'était prévisible pour moi. Tous ces ingrédients réunis finiraient forcément par déboucher sur la violence. Hussein Issa Jibo, la situation sécuritaire dans cette vaste région du nord du pays ne cesse de se dégrader avec la multiplication des attaques qui visent principalement les convois des orpailleurs, Hassan Boukar vient de le dire, mais aussi des transporteurs
ainsi que des hommes d'affaires qui opèrent dans la zone. Comment y remédier? Mais comment y remédier? Mais tu me poses une question à laquelle je saurais te donner des réponses parce que y remédier, je n'ai pas. Mais est-ce qu'il faut militariser la zone? Comment Ce faire? n'est pas une affaire de militarisation, c'est une zone qui a été militarisée bien avant, qui a connu la rébellion, n'est-ce pas? Il y a eu un résidu après, n'est-ce pas? Qu'on a connu de 90 jusqu'à pratiquement les années 97, avant que la situation ne soit stabilisée. On a vu comment pratiquement par rapport au reversement des combattants, où des gens ont fait de ça un fonds de commerce, n'est-ce pas? Ceux qui ont combattu véritablement... Selon vous, l'intégration n'a pas été non, bien faite. l'intégration, on a monnayé. Ceux qui étaient chefs machin, ils ont monnayé cette intégration. Les combattants qui devaient aller normalement dans les différents corps, c'est eux qu'on a laissés sur les carreaux. Pour, comment vais-je dire... les parents, amis et connaissances. Voilà, ça, c'est déjà un fait qui était là. Et ça a fait que ça a créé de frustration. C'est un fait avéré qui a créé des frustrations ou des gens qui n'ont jamais pris une arme pour combattre dans la rébellion, qui se sont retrouvés dans des positions au sein de la police, au sein de l'armée, au sein de la douane, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà un fait. Il faut faire l'historique des choses, n'est-ce pas? C'est une zone vaste qu'on ne peut pas contrôler facilement. Avec la porosité des frontières. On a beau, bien évidemment, on a beau machin. Mais le problème qui c'est véritablement c'est une zone de trafic en tout genre, évidemment. Parce que le trafic pas d'orgue d'abord, le trafic de drogue. Le trafic, moi j'ai été habilement, je connais Durkou, je connais Fachi, je connais Anei, je connais. Quand vous voyez la nuit les véhicules, vous voyez seulement les phares. On ne peut pas militariser. D'abord, c'est une zone. Mais si on ne peut pas militariser, on peut créer des emplois pour la jeunesse. Mais le problème, on a détruit les emplois. Le fait de faire d'Agadez, à l'époque, le trafic, comment on appelle ça, les migrants. Le trafic des migrants. Oui, bien sûr, c'est pas un trafic, c'était légal. C'était légal. Ça s'est passé de manière légale où les gens viennent, ils ont leurs papiers. Il y a des gens qui font le Il y avait des retombées pour toute la région. Il y avait des retombées. Les gens gagnaient de l'argent. On est venu un bon matin, on a accepté que l'Union européenne nous propose qu'on empêche aux gens. Ça a créé quelle situation? Des gens se sont retrouvés. Il y avait plein d'activités où les gens pactaient, ceux qui convoyaient les passagers, ils ramenaient des biens qu'ils vendaient moins cher à Agadez, ils faisaient en même temps du commerce. On a mis ça, c'était une politique, n'est-ce pas? Maintenant, il y a eu la découverte de Diado, l'or et tout. Bien évidemment, ça va créer une situation. Mais l'autre aspect de la chose, c'est qu'on est allé signer avec l'Algérie un accord. Il faut envoyer pratiquement tous ceux qui sont migrants irréguliers chez vous, quand vous les prenez, c'était pour ramener c'est pour les ramener les Niger. Mais malheureusement, les Algériens, ils ont considéré que dès que vous avez, même pas la peau noire seulement, même les autres qui sont clairs là, quand on les prend, on vient, on les jette, on n'arrive pas à mettre fin à ça. Et quand on les amène à Assamaka, ceux qui ont les moyens peuvent continuer. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont tenter de retourner. Et souvent, ça génère aussi la violence. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a créé jusqu'à un camp de HCR là-bas pour un centre de transit ou comment on l'appelle. Mais ça donne quoi comme résultat? Quand on accepte de transformer une région en déversoir, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à des miracles, il faut s'attendre à ce genre de violence. Ce n'est pas surprenant. Et c'est une violence généralisée, ce n'est pas que cette zone. Personne à l'époque ne pensait que Maradi aussi allait connaître la zone de Madarumfa et tout. C'est lié à un phénomène global de pauvreté, de paupérisation des populations. Merci beaucoup, Seni Sadjibo. Rapidement. Oui, dans un passé récent, je pense que les conséquences de cette loi 2015-036, ça a été vraiment quelque chose de désastreux pour la région d'Agadez. On l'a fait dans l'espoir de marchander les droits humains. C'est-à-dire, on empêche aux migrants de passer, on viole le droit à la libre circulation, puis les Européens nous payent. Maintenant qu'on sait que tout ça, là, c'est des chimères, c'est l'occasion de remettre en cause cette loi. Avec la transition? Oui, à mon avis, il faut carrément remettre en cause cette loi. Parce que maintenant, on a tous mesuré que ce n'est pas cette loi qui va changer, qui va améliorer les conditions de vie des gens dans ce pays. Cette loi, on l'a faite juste pour satisfaire une demande extérieure. Je pense que c'est vraiment le moment de laisser tomber cette loi désormais. Merci beaucoup, Hassan Boukara. Memouna Diado, Agadez, porte du Sahara, à la frontière
entre la Libye, l'Algérie et le Mali. Cette région du nord du Niger est traversée par toutes sortes de trafics. Ousseini Issa l'a dit, Hassan Boukara l'a dit. Quelles sont les conséquences de cette insécurité pour les populations elles-mêmes, les populations de cette région? Les conséquences, Mokhtar, c'est énorme. Parce que déjà, ces populations sont dans une situation d'insécurité. Et qu'est-ce qui crée l'insécurité? Ce sont les mêmes populations, parce que ces gens ou ces jeunes qui créent l'insécurité font partie de ces populations. Donc, vous avez parlé de trafic de tout genre. Vous avez parlé de frontières entre le Mali, la Libye et l'Algérie. Nous savons déjà qu'entre la frontière, le Mali et Agadez, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, tout ce qu'on chasse du côté de cette frontière qui est en relation avec Agadez, mais ce sont ces jeunes ou bien ces djihadistes se retrouvent de l'autre côté. Déjà, de l'autre côté, nous avons vers la Libye et l'Algérie les migrants aujourd'hui qui sont refoulés et qui s'y trouvent là-bas de l'autre côté. Donc ça ne donne pas une bonne image, en tout cas pour Agadez, pour ces populations-là. Ces populations, aujourd'hui, il faut regarder quelle est la situation de la femme aujourd'hui là-bas. Quelle est la situation de la jeune fille aujourd'hui là-bas. Est-ce que ces jeunes filles sont protégées? Est-ce que ces femmes sont protégées? Est-ce qu'aujourd'hui, le papa qui revient de son commerce, est-ce qu'il est protégé et sécurisé? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une population qui, au sein de cette population, est née, le banditisme est né là-bas et que ce sont ces mêmes populations, ils connaissent déjà ceux qui sont les bandits, les voyous, les bandits, les criminels. Ils se reconnaissent, ils connaissent les uns et les autres. Mais aujourd'hui, dénoncer, c'est un autre problème. Parce que tu ne peux pas dénoncer aujourd'hui l'enfant de ton voisin, ou bien la femme de ton voisin, ou bien le papa de ton voisin. C'est un peu risquant et c'est un risque pour cette communauté. Donc, il faut nécessairement sécuriser ces populations, mais comment les sécuriser aussi? Il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser pour leur montrer que les actes que ces jeunes sont en train de poser, ce sont des actes qui... Mais il y a eu un forum qui avait été tenu à Agadez, présidé par le président Bazoum. Un forum, ça a été tenu et puis c'est fini. Tout le monde a mis... Il y a eu des engagements, des recommandations. Mais s'il n'y a pas de suivi, où est-ce que les engagements là vont aller? La sensibilisation, c'est différent du forum. Parce que la sensibilisation, c'est créer les conditions à travers les radios communautaires, à travers ceux qui sont proches de cette population, afin de les sensibiliser tous les jours, chaque jour, sur les méfaits de cette situation de banditisme. Rapidement, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'attribue pas cette flambée de la violence aux natifs même d'Agadez. C'est souvent les gens qui viennent d'ailleurs. Dans l'exploitation au Diado, là, il y a des Soudanais, il y a du tout qui vient. Dans le refoulement des migrants, il y a des gens qui ont fait la guerre, souvent dans leur pays, qui sont venus, qu'on a fait revenir par là. Ça fait que c'est un multi-pote. Je me rappelle une fois, Anako, dans une intervention, a dit non, on ne peut pas continuer à Anako, c'est le comment on appelle, c'est le président du conseil régional. Voilà. Il faut que l'État, l'ancien ministre de l'Intérieur s'est déplacé jusqu'à Assamaka parce qu'il y avait des cas de vol, des cas d'agression, de violence et tout, des violences importées. Alors, ce n'est pas forcément une violence qui est exercée par les natifs. Mais dans cette violence, il faut mettre aussi tous ces gens qui viennent d'ailleurs, qui sont souvent des gens déjà qui sont violents, et qui sont déjà impliqués dans des réseaux et tout. Et comme le contrôle est difficile. Ils prospèrent dedans. Mais ils vont prospérer. Mais forcément, celui qui vient s'installer, mais forcément quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, mais forcément également ça peut entraîner d'autres jeunes natifs à regagner ces groupes-là. Parce qu'il y a des quartiers aujourd'hui où l'accès est difficile à des heures. Avec l'influence des trafiquants de drogue. Et même les différents axes routiers. Les différents axes routiers. C'est très risquant. Donc, pour cela aussi, il ne faut pas éloigner, il ne faut pas laisser de vue les populations elles-mêmes
natif d'Agadez. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Le président sortant du Libéria, George Weah, ancienne gloire du football, a concédé vendredi soir 17 novembre sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats totaux du scrutin. Les résultats publiés par la commission électorale après des votes dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Joseph Boakai, 78 ans, et 49,11% à George Weah, ancien joueur notamment de Monaco, du PSG et de Milan AC. Joseph Boakai prend donc sa revanche contre celui qui l'avait largement battu au second tour en 2017 avec plus de 61% de voix. Hussein Issa Jibou, les détracteurs du président Weah lui reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses de combattre la pauvreté et la corruption. Que peut-on savoir au sujet de la présidentielle au Libéria? Tout simplement, ce que je tiens à dire d'abord, c'est que voilà une alternance. Ouais, il était au pouvoir. Il a reconnu, il n'a pas tergiversé. Il n'a même pas attendu la fin de la publication des résultats. Mais il est convaincu parce que certainement, il y a des mécanismes qui permettent à chacun des candidats de savoir exactement qu'est-ce qu'il a gagné. N'est-ce pas? C'est pas comme chez nous. Chez vous, où ça, chez vous? En Afrique, des autres pays de l'Afrique? En Afrique francophone, particulièrement au Niger, où le président est décidé par quelqu'un. Hey. Alors, là-bas, c'est le système anglophone. Décidé par quelqu'un, comment ça? Par la France. Mais alors que les gens votent. Mais les gens votent, ton vote vaut quoi? Tu vas voter, ta voix est confiée à celui que tu n'as pas voté. Alors tu fais quoi? Donc, selon vous, Weah est un modèle? Oui, mais c'est un modèle. Mais il n'y a pas que Weah. Dans tous les autres pays, quand vous voyez dans les systèmes anglophones, quand il y a des élections, la plupart des pays, quand tu prends les modèles de démocratie, le plus souvent, c'est dans les pays anglophones. Et je ne dis pas que dans ces mêmes pays anglophones, il n'y a pas des cas où, comme le Niger, qui est un peu contaminé par nous autres, où le Ghana, c'était un bon modèle à l'époque. Maintenant, avec la CEDEAO, à travers la CEDEAO, ils sont contaminés. Mais quand tu vois un peu les autres pays comme la Zambie, tu sens que c'est clean quand ils font des élections. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence ou mais ce n'est pas comme chez nous. D'avance, je suis en position de pouvoir, je ne perds pas le pouvoir. Même si je n'ai pas bien travaillé, même si les gens ont voté massivement contre moi, c'est moi qui vais gagner. Parce que tous les instruments que je vais mettre en place vont faire en sorte que je gagne. Oui. Alors, on va me faire gagner parce que tout le monde travaille pour moi. Tout cela, que ce soit la commission électorale, que ce soit la Cour constitutionnelle, tout le monde travaille pour moi. Même si l'autre, je n'ai pas besoin de travailler, d'avoir des résultats. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des... Même si j'ai la pauvreté, quand les gens disent, mais regarde l'écart de voix, ce n'est pas important. Il pouvait se permettre de dire qu'il n'est pas d'accord, mais à quoi ça va servir? Merci beaucoup, Hussein Issa Jibou, Memouna Diado. Le président sortant, George Weah, a admis sa défaite sans attendre la fin du dépouillement, sa défaite à l'élection présidentielle vendredi 17 novembre passé. Et quelle est votre opinion au sujet de l'attitude du président Weah et même de la démocratie au Libéria? Mais c'est une attitude qu'il faut féliciter. Et ça prouve que la démocratie, même si on peut en tout cas parler qu'il n'y a pas une bonne démocratie, un modèle de démocratie en Afrique, ce que George Weah vient de montrer quand même, ça prouve qu'il tient à son pays, ça prouve qu'il est clean, ça prouve qu'il est honnête et ça prouve qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à voler pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Il n'a pas non plus modifié la Constitution. Il n'a pas modifié la Constitution. Avant les élections. C'est pour ça que je dis que ça prouve que c'est un modèle. C'est un modèle d'exemple. Aujourd'hui, George Weah peut se déplacer et aller dans n'importe quel pays pour montrer que ce que les autres sont en train de faire, c'est contraire, en tout cas, à l'éthique et à la déontologie de la démocratie. Ça, il peut en tout cas être fier et
les populations en tout cas doivent soutenir davantage Georges Weah et ça devrait servir de modèle au président qui est élu pour que demain, quand ça sera son tour, pour qu'il puisse également suivre la même chose que Georges Weah. Ça épargne les populations d'aller en guerre. Les opinions, tu as vu, les opinions ne sont pas, en tout cas, divisées, ça ne divise pas, en tout cas, l'opinion. Et je pense que vraiment, c'est un modèle et je le félicite pour ça. Et je félicite son sens, en tout cas, de courage, parce que c'est ça qui manque à d'autres présidents. C'est le courage d'admettre que quand la défaite est devant vous, dites que c'est fini pour vous et que peut-être, quand il y aura une continuité, vous allez revenir de toutes les manières si vous le voulez bien. Mais ça va profiter aujourd'hui aussi à Georges Weah de savoir pourquoi il a été sanctionné. Ça lui permettra de voir là où il a fauté, là où il n'a pas pu, en tout cas, arranger les choses et pourquoi on l'a sanctionné. Parce qu'il y a des sanctions dedans. On pouvait, s'il avait réellement travaillé sur les attentes de ces populations, certainement qu'il allait venir au pouvoir. Mais aujourd'hui, il se rend compte que rester au pouvoir, se maintenir au pouvoir coûte que coûte, ça ne va pas arranger, ça ne va pas l'arranger, ça ne va pas arranger la population, ça ne va pas arranger également ses militants. Merci beaucoup, Mme Diado. Hassan Boukar. Au-delà du choix de la personne appelée à diriger ce pays en quête de stabilité après les années de guerre civile et d'épidémie d'Ebola, l'un des enjeux de l'élection était le déroulement pacifique et régulier de l'élection et l'acceptation des résultats, alors que la démocratie est malmenée par des modifications de constitution et une succession de coups d'État en Afrique de l'Ouest surtout. Que peut-on retenir au sujet de la démocratie au Libéria? Je pense que chaque pays a son histoire. Le Libéria a son histoire. Ils sortent d'une guerre civile qui a fait beaucoup de dégâts dans le pays et ça fait beaucoup de victimes. On parlait des migrants. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes Libériens qui ont quitté leur pays très jeunes pendant cette guerre civile, qui ont pris le chemin de la migration, qui sont devenus aujourd'hui presque des apatrides. En fait, ailleurs, on les appelle des Libériens, mais du Libéria, ils ne connaissent que le nom parce qu'ils ont perdu la famille, ils n'ont plus de contact au pays. Il y en a qui vivent ici à Niamey, il ne faut pas chercher loin. Ils sont là, dans la ville de Niamey. On retrouve des gens, des jeunes migrants du Libéria qui ont quitté le pays depuis cette crise des années 90. Donc, ce qui s'est passé au Libéria aujourd'hui montre que c'est un signal important. Ça prouve qu'on peut faire des élections qui sont acceptées par tous les protagonistes. Et ce que Georges Weah montre, c'est qu'il a peut-être retenu du sport. En sport comme en politique, il est fair play. C'est-à-dire, on peut gagner tout comme on peut de la même façon qu'on peut perdre un match en sport, accepter les résultats, en politique, on peut perdre. Et les jeunes Weah, il peut encore revenir une autre fois, demander le suffrage des Libériens. L'autre chose intéressante, je pense que Hussein l'a fait remarquer, regardez l'écart. 51-89 et 49-11. Vous voyez bien, c'est le genre de situation dans lesquelles ailleurs les gens vont demander à recompter les voix. Vous voyez bien que lui l'a accepté et il ne s'est pas contenté d'accepter, il a appelé ses partisans à accepter. Il a même appelé son opposant pour le féliciter. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand les gens le font, c'est bien de les saluer. On l'a connu aussi ici. Je pense que les élections de 2011 ou quelque chose comme ça. 2011, je pense que c'était M. Seyni Omar qui avait même déplacé. Voilà, pour féliciter M. Soufou. Donc, ces choses-là sont aussi possibles. Et je pense que tout se joue dans la transparence du processus électoral. Si les choses se font de façon transparente, sans zone d'ombre, n'est-ce pas, sans vol par-ci, par-là, etc., je pense que les gens sont préparés à l'accepter. Donc ça montre que c'est possible en Afrique de faire l'alternance sans que cela ne pose de problème. Je pense que le Libéria est un bon exemple qui le montre et je pense que c'est à leur honneur. Rapidement, rapidement, ce que je vais compléter au niveau de Bouka, c'est que quand on voit un peu cette situation au niveau de Libéria, parce que tout à l'heure, la question que Seyni allait féliciter,
c'est son opposant, l'opposant qui l'a battu. C'est lui qui l'a battu aujourd'hui. Avec une score de 61%. Quand il l'avait battu. Dans d'autres pays, on cherche noise à ces opposants-là. Il faut les casser. Il ne faut même pas qu'ils soient debout. On a vu Talon à côté. On a vu chez nous ce qui s'est passé avec les opposants. Au Sénégal. En Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça c'est la démocratie? Parce que tout simplement, la personne a une certaine popularité. Il faut la casser, l'opposant. C'est pas la démocratie commence d'abord par le respect de l'opposant. Et travailler pour que effectivement on puisse te reconnaître. Maintenant. Et ça, c'est très important. Rapidement. Je pense qu'on a aussi tenté chez nous de le régler par les textes, en donnant par exemple un statut au chef de file de l'opposition, etc. Mais on voit que... Et même la création du CNDP. Oui, mais sauf que la volonté manque et du coup, l'opposant est toujours considéré comme un ennemi et traité comme tel. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Issa Lawali, à la réalisation Mustapha Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.